le Sénégal sacré champion d'Afrique de football face au Maroc dans une finale électrique émaillée de polémiques et d'incidents. CAN 2025, l'heure du bilan a sonné sur le plan sportif, mais aussi on va le voir économique avec nous tout au long de cette page. Riyad Mezour, bonsoir Monsieur le Ministre, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le ministre du Commerce et de l'Industrie du Royaume du Maroc. Avec nous également Pape Alassane Diaye, commentateur de la RTS. Bonsoir, on imagine que vous avez vécu une soirée de folie. Merci d'être avec nous en direct de Rabat. Vous êtes toujours dans la capitale marocaine. Jawad El Hajari, ex-international marocain proche de Walid Regragui. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et Karim Baldé aussi, notre correspondant, enfin en tout cas notre envoyé spécial au Maroc. Et Simon Rodier, ici présent. Rebonsoir Simon, le ministre qui nous a donc rejoint. Bonsoir Monsieur le ministre. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ma première question, elle est pour vous. Alors on va prendre le temps tout à l'heure avec vous de voir quelles sont les retombées économiques pour votre pays après cette CAN qui nous a régalé, mais qui a aussi créé beaucoup d'émotions et de sueur froide à beaucoup. Alors le Maroc voulait offrir cette CAN à ses supporters, c'est finalement le Sénégal qui s'offre un deuxième titre. Qu'est-ce que vous avez ressenti au coup de sifflet final, Monsieur le ministre? Écoutez, d'abord, bonsoir et merci pour l'invitation. Je voudrais premièrement et avant toute chose féliciter le Sénégal pour sa victoire et puis bien évidemment une frustration de ne pas avoir gagné cette CAN, mais en même temps une fierté parce que j'ai vu une équipe marocaine qui a tout donné, qui a laissé sueur et sang sur le terrain. Donc on ne peut être que fier de nos jeunes et du coach, de l'équipe technique et de la fédération en général, non seulement pour leurs prestations, pour leur courage, mais aussi pour l'ensemble de la CAN et pour toutes les équipes, et fier de mon pays qui a été capable d'organiser la meilleure CAN de l'histoire. Ouais. Alors c'est vrai que vous avez dit 100, effectivement il y a un joueur marocain qui a été blessé, c'est vrai que ça a aussi ajouté à ce côté surréaliste de cette finale. Juste Monsieur le Ministre, un petit mot, si vous aviez en face de vous ce soir l'attaquant du Real Madrid, Brahim Diaz, qui rate ce penalty et qui va s'en vouloir encore pendant de longs mois, pour ne pas dire de longues années, c'est un véritable traumatisme, que lui diriez-vous? On t'aime encore plus, Brahim. Ouais, voilà pour ce message. Simon, donc, on va revenir évidemment avec M. le ministre pour parler de l'économie de cette CAN. Hein, il l'a dit, une réussite. Moi, je voudrais revenir avec vous et puis avec nos invités sur ce match. Pape Alassane Diaye, vous avez commenté ce match à la télévision sénégalaise. On imagine que c'était un moment exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Comment vous avez vécu cette soirée et puis cette dernière demi-heure, allez dire, ou cette dernière heure complètement surréaliste? Oui, bonsoir à tout le monde. Alors hier, il faut savoir qu'on est passé par toutes les émotions. Déjà, je pense que ça s'entend, ma voix elle est un peu cassée tellement on a crié après le coup de sifflet final. Mais effectivement, en fait, on est un peu déçu quand même de comment cette finale s'est terminée, il faut le dire. Parce que il y a eu quand même des altercations pendant le match avec les supporters sénégalais et certains stadiers à cause du but qui a été refusé. Un but que les Sénégalais estiment être valable parce qu'il n'y avait pas forcément de faute sur Achraf Hakimi. C'était un duel valable à la régulière. Donc le but a été refusé de façon injuste selon les Sénégalais. Et ensuite, il y a eu ce penalty dans la foulée, sur la même action. Il y a eu donc ce penalty qui a été sifflé après consultation de la VAR. Et voilà, donc après, bien sûr, les Sénégalais se sont sentis un peu lésés par l'arbitrage. Il y a le sélectionneur national. Ces supporters qui étaient à Rabat, vous les avez vus? Parce qu'effectivement, il y a eu des problématiques dans les tribunes. Comment ils ont vécu la fin du match, la suite aussi? Justement, ils étaient vraiment surexcités à la fin du match. Ils étaient super contents. Mais il y en a trois, je pense, qui ont été justement... on va dire arrêtés par les stadiers puis ramenés à la police. Donc jusqu'aux dernières nouvelles, ils étaient toujours en détention. Mais je pense que les autorités sénégalaises, l'ambassade du Sénégal vont faire en sorte de pouvoir les relâcher. Mais c'est vrai que leur comportement est inacceptable quand même. Il faut pas non plus, on va dire, accepter ce qui est inacceptable. Leur comportement a été un peu démesuré
par rapport à ce coup de sifflet. Ouais, c'est ce qu'on avait noté aussi. Il y a eu beaucoup de mots, hein. Même Gianni Infantino, on y reviendra là-dessus sur son comportement. On va aller avec Karim Baldé. Karim, vous avez vécu aussi tous ces moments dans le stade, à la fois le penalty et ces affrontements pratiquement en même temps, soirée tumultueuse. Vous en suivez beaucoup des matchs, hein, mais rarement un match comme celui-ci avec une telle intensité, une telle folie. Ah oui, clairement, c'est ma 4e finale de Coupe d'Afrique des Nations vécue au stade et celle-ci sera sans doute la plus mémorable. Quand on se remémore de tous les incidents et de la suite des événements, on avait l'impression qu'il se passait plusieurs choses en même temps. On parlait à l'instant des supporters sénégalais, ils étaient assis à notre gauche en regardant depuis la tribune presse et ils étaient vraiment très très près du terrain. Et lorsque les premiers échauffourées ont commencé, au moment où l'arbitre Jean-Jacques Dalla a désigné le pénalty en faveur du Maroc dans les arrêts de jeu, là on a vu des scènes chaotiques, on a vu des bagarres, on a vu certains supporters sénégalais essayer de rentrer sur la pelouse, ils ont été ensuite éconduits pour certains, mais ce qui est assez improbable, c'est que dans un monde normal, dans un match normal, les joueurs auraient été appelés à rentrer au vestiaire. Et je ne parle pas des joueurs sénégalais qui sont rentrés au vestiaire à l'initiative de Papio pour contester le pénalty. Je parle juste de la sécurité des acteurs de la rencontre. Parce que vu que d'un côté, les supporters étaient pour certains quasiment sur le terrain, en tout cas ils débordaient un petit peu, dans un match normal, honnêtement, on n'aurait pas repris le match comme ça. On aurait renvoyé tout le monde au vestiaire en attendant que la situation soit apaisée. Et là, au contraire, on a tiré le pénalty. L'arbitre a décidé de faire tirer le pénalty comme si de rien n'était, presque pour en finir avec cette rencontre. Sauf que, comme vous l'avez dit, Brahim Diaz a manqué son pénalty. Ensuite, on est parti en prolongation. Et l'autre chose sur cette ambiance électrique, c'est aussi en tribune de presse. Parce qu'il y a eu des bagarres également. Et au moment de ce fameux pénalty, on a vu des provocation entre journalistes sénégalais, journalistes marocains, et puis on a vu aussi des jets de bouteilles comme ça. C'est totalement inacceptable, bien sûr, de voir ça. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans une tribune presse en Coupe d'Afrique des Nations. Je me souviens du Sénégal-Tunisie, la demi-finale de 2019, où ça avait été également très chaud. Mais ce n'est pas une raison pour accepter ces débordements-là. Et le dernier élément par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est lors de la prolongation et même pendant le match, les jets de bouteilles pendant la prolongation qu'a reçu Edouard Mendy, le gardien de l'équipe du Sénégal. Il n'y a eu aucun incident, très peu d'incidents tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout s'est bien passé. Et ça, malheureusement, ça vient un peu ternir cette fin de compétition avec ces jets de projectiles et l'affaire de la serviette où on a vu Yehvan Diouf, le 3e gardien sénégalais, devoir être le gardien de la serviette d'Edouard Mendy et après se faire un peu poursuivre par des agents de sécurité et par des ramasseurs de balles aussi. Voilà autant d'images qu'on ne devrait pas voir dans une compétition d'un standing comme celui de la Coupe d'Afrique des Nations. Restez avec nous, Karim, on poursuit cette page. On reviendra vers vous dans quelques instants. Jawad Al-Hajri, merci d'être avec nous ce soir. Je le rappelle, ex-international marocain. Vous connaissez très bien Walid Regragui, le sélectionneur qui est allé jusqu'au bout de cette compétition, qui a porté les Lions de l'Atlas, on va dire, à quelques minutes du bonheur. Ça s'est joué à pas grand-chose. La question qu'on a envie de vous poser, c'est quelles sont les nouvelles que vous avez du sélectionneur marocain? Comment va-t-il? Quel est son état d'esprit? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Malheureusement, je vais vous décevoir puisque comme je rentrais à Paris pour le travail, je n'ai pas pris le temps de le contacter et de toutes les façons, je n'aurais pas eu l'indécence de le faire puisque je pense qu'il faut lui laisser quelques jours pour digérer tout cela. Mais bon. Mais pour l'instant, c'est bien vu. J'ai quand même une idée de son état d'esprit. Ouais, il reste quand même combatif. C'est le sélectionneur du Maroc, prêt à partir en Coupe du Monde. Alors, ça, je n'ai pas la réponse. Ouais. L'avenir nous le dira. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un de très professionnel, de très appliqué, quelqu'un qui, de par l'image qu'on veut lui donner et ce qu'il est réellement, c'est totalement à l'opposé. Il prend vraiment beaucoup sur lui. Alors, je ne dis pas qu'il n'a que des qualités. Il a des défauts comme tout le monde. Mais celle qu'il faut lui reconnaître, c'est d'assumer les choses et je pense qu'il l'assumera pleinement encore une fois. Ouais. Jawad, juste une question justement sur ce dont on parlait avec Karim précédemment, sur cet arbitrage, sur cette fin de finale qui ternissent un petit peu les débats, qui avaient plutôt été relativement correct sur l'ensemble de cette CAN. Vous, en tant que spectateur et ancien joueur, j'imagine que ça vous a choqué aussi de finir une rencontre de cette façon-là. Oui, effectivement. Et j'irai un peu plus loin dans le sens où on m'a posé la question depuis que je suis rentré. Alors, est-ce que tu es déçu? Et bizarrement, j'ai aucun sentiment lié à la déception. C'est plus de l'énervement
et qui est certainement lié à la frustration d'avoir perdu, mais plutôt de l'énervement par rapport à ce que j'ai vu, parce que il y a des choses qui ont été dites qui sont intolérables. Et j'ai toujours perçu, en tous les cas, cette compétition comme bien évidemment le moyen de pouvoir montrer l'évolution du Maroc, pas que sur le plan sportif, mais plus généralement de ce que l'Afrique a apporté au monde. Et pendant un mois, tout le monde s'est ravi de voir comment un pays africain pouvait avoir un branding premium aussi important. Et j'ai été très énervé à la fin du match, qui a couvert ma déception, de voir tout ça retomber en 10 minutes ou en une demi-heure de match, parce que justement, il y a des faits de jeu qui sont tout à fait normales dans un match, mais où l'émotionnel des supporters, ou en tout cas des personnes présentes, ont fait déborder les choses. Et par personnes présentes, j'entends aussi bien les joueurs que les personnes dans le stade. Ouais, Riyad Mezzour, monsieur le ministre, juste une petite question pour vous. C'est vrai, sur ce côté positif, disons-le, ces images qui sont tristes pour le football et pour le sport en général qu'on a vu hier soir, mais il y a quand même plus d'1 110 000 spectateurs cumulés et on s'arrête au quart de finale un peu pour ces chiffres. Avant de parler du bilan éminemment économique, pour vous, sportivement, c'est clairement une réussite ? Clairement, on est à 1 300 000 spectateurs, on est à 2,2 milliards téléspectateurs, 8 milliards de vues sur les réseaux sociaux. C'est une réussite totale. Et puis après, on sait que le football déchaîne les passions. Moi, j'étais au stade hier aussi. À aucun moment, la sécurité des joueurs n'a été menacée. On a eu une intervention des forces de sécurité qui était efficace et équilibrée, qui a pris en charge, vous avez vu, le journaliste qui a parlé précédemment a parlé de 3 arrestations. Vous avez vu que tous ces débordements se résument in fine à 3 arrestations qui n'ont pas été relâchées, donc qui ont commis des faits graves. Sur 67 000 spectateurs, on a eu 120 à 130 évacuations, ce qui est la norme sanitaire, ce qui est la norme dans un match normal. Alors n'exagérons rien, on veut toujours monter en épingle. C'est un match qui s'est arrêté 10 minutes ou 15 minutes, c'est le fruit de la passion du football. Des spectateurs qui ont été un petit peu surmotivés, des joueurs qui avaient un peu la grinta. Voilà, et ce sont les instances africaines, notamment et internationales, on parlera de la FIFA dans un instant, qui vont trancher. Et c'est ce que je voulais vous demander, monsieur le ministre. Est-ce que la fédération marocaine veut faire un recours éventuellement devant la Confédération africaine de football ? Vous savez, dans tous les matchs, moi j'ai pratiqué le football, vous aussi, dans tous les matchs où il y a un côté qui s'estime léger, il y a des recours qui sont faits après match. D'ailleurs, ça aurait dû être le cas si on s'estimait léger par des fautes d'arbitrage. La fédération marocaine a fait un recours. Je pense que la CAF a pris position. La FIFA, par son président aussi, ça se réglera plus tard. Mais le plus important n'est pas de résumer une CAN où il y avait 1,3 million de personnes qui ont fait la fête à 10 minutes d'incident. Voilà. On va y revenir justement sur cette réussite. Moi, je voulais juste interroger Pape Alassane Ndiaye là-dessus, sur les risques en fait, qui pèsent sur le Sénégal, notamment sur son sélectionneur Pape Thiaw. La FIFA, la CAF qui ne sont évidemment pas contents de ce qui s'est passé, notamment la sortie de Pape Thiaw et des joueurs qui sont rentrés au vestiaire avant la fin du match. Ça, c'est un gros risque quand même qui pèse sur cette équipe sénégalaise désormais. Oui, gros risque. Si vous voulez. Tout à l'heure, j'ai vu effectivement que la Fédération royale marocaine de football avait déposé un recours auprès de la CAF. Mais de toute façon, oui, les risques que peuvent encourir le sélectionneur national et l'ensemble de la sélection dans son ensemble, c'est justement peut-être des sanctions peut-être financières et on va dire des matchs à huis clos. Mais de toute façon, je pense que le plus important, le résultat, il sera entériné dans la mesure où le match n'a pas été interrompu définitivement par l'arbitre central et que les joueurs sont revenus sur le terrain et que le pénalty a même été tiré par Brahim Diaz et raté et que le match s'est poursuivi et qu'il y a eu un but qui a été validé. Donc je pense que oui, peut-être qu'il y aura des sanctions qui vont être encourues par la Fédération sénégalaise de football, des sanctions financières, peut-être des matchs à huis clos, peut-être des suspensions pour le sélectionneur national Pape Thiaw.
Papa Alassane, justement, puisque vous parlez de lui, pardonnez-moi de vous couper, Pape Thio, il a réagi. Alors d'abord, Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui condamne les comportements de certains joueurs sénégalais qui sont entrés au vestiaire. Le sélectionneur sénégalais dit ceci: avant, on a marqué un but qui n'a pas été accordé, on accepte les erreurs de l'arbitre, ça peut arriver. On n'aurait pas dû réagir comme ça, mais ça c'est chose faite. On présente nos excuses au football. Voilà, je tenais à le dire parce qu'il est très critiqué aujourd'hui. Bien sûr, il a présenté ses excuses et effectivement, ce match s'est terminé plutôt bien dans les prolongations. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Avant de continuer ce débat, messieurs, je vous propose de faire un point sur cette CAN parce que c'est un mois de compétition aussi qui se termine avec donc le Sénégal vainqueur, avec Sadio Mané, le meilleur joueur du tournoi. Je vous propose de faire un bilan de cette 35e édition avec Dimitri Porte et Damien Dubras qui reviennent sur tous les aspects positifs et négatifs de cette CAN. Regardez. Le Maroc l'avait promis, cette CAN serait du niveau d'un Euro ou d'une Coupe du Monde. Pari réussi, le pays a démontré son savoir-faire avec des stades magnifiques comme celui de Rabat. Le record d'affluence a été battu avec 1 300 000 spectateurs dans les stades, mais le sélectionneur de l'Afrique du Sud a regretté une ambiance un peu tiède à ses yeux. Il n'y a pas ces vibrations. Il n'y a pas cette ambiance qu'on a d'habitude à la CAN. Son ministre de tutelle l'a repris de voler le lendemain. Même la star égyptienne Mohamed Salah a salué la qualité de l'organisation. La compétition a enflammé le continent, de Rabat à Dakar, en passant par Cotonou et bien d'autres capitales. Et les supporters ont porté haut les couleurs de leur nation, avec des looks soignés, la fête partout, de la fraternité, de la bonne humeur, même dans la défaite. Le spectacle a également été au rendez-vous. Le record de buts sur une seule édition a même été battu, 121. Il y a eu les stars sur le terrain, ceux qui ont flambé, comme Brahim Diaz, soulier d'or, mais malheureux, ou Sadio Mané, meilleur joueur du tournoi. Et il y a eu lui, Kuka Mouladinga, vêtu en Patrice Lumumba, héros de l'indépendance du Congo. Ce fan a assisté à tous les matchs de sa sélection, debout, totalement figé. Plus de 315 millions de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il a même fait des émules chez les joueurs et nommé leader d'un nouveau peuple. Le Maroc, c'est maintenant le Maroc-Congo. Pour venir dans ce pays, vous devez parler à notre guide. Venez ici et faites la connaissance de notre leader. Le monde s'y est mis, mais ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et il y a tout de même eu des couacs. L'arbitrage, par exemple. Une VAR en panne lors de RDC Bénin. Il y avait normalement un penalty, mais la VAR ne marchait pas. Sans oublier les polémiques lors de matchs du pays hôte face à la Tanzanie et au Cameroun. Et cette finale rocambolesque, affligeante sur certains aspects, et le sacre du Sénégal, étoilé pour la deuxième fois de son histoire. Voilà, le bilan sportif et pas seulement. Quelles sont les retombées économiques? Le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce est avec nous, Riyad Mezour. Un chiffre, 12 milliards de dirhams marocains sur le PIB, 1 milliard 100 millions d'euros. Voici ce que dit le service économique français qui est basé à Rabat. Chez vous, quel est l'impact, selon vous, de cette compétition internationale pour l'économie marocaine ? Non, je voudrais d'abord prendre 2 minutes pour réagir à votre reportage, si vous le permettez, qui a été un petit peu trop résumé sur les aspects le pays hôte aurait été favorisé ou quoi que ce soit. Franchement, on a vu les statistiques sur les erreurs d'arbitrage de la CAN. Probablement, le Maroc était le 3e ou 4e pays le plus affecté par les erreurs d'arbitrage. Aujourd'hui, on est dans un sport où il y a toujours eu des erreurs d'arbitrage, où ça fait partie du jeu. Et encore une fois, félicitations au Sénégal, ils ont gagné. C'est pas la peine de mettre tout sur le dos des erreurs d'arbitrage. Et puis franchement, si les rumeurs étaient réelles et étaient faites, on n'aurait pas autant souffert contre le Nigeria ou autant souffert contre le Sénégal. Ceci étant dit, sur les retombées économiques, donc une CAN au niveau des coûts de préparation sportive des stades, etc., qui a coûté un peu moins d'1 milliard d'euros, des revenus de plus d'un milliard d'euros directs sur la CAN elle-même en termes touristiques, de consommation, 28 000 etc. emplois, vous confirmez ce chiffre que l'on a vu, 28 000 emplois dans le tourisme saisonnier?
Dans l'hôtellerie? Oui, dans le seulement, mais si on prend l'ensemble des emplois qui ont été créés pour préparer et pour délivrer cette CAN, c'est environ 100 000 emplois. Donc c'est un impact extrêmement important, une dynamique économique sans précédent. Je vais vous donner un chiffre, juste sur la consommation, l'évolution de la consommation. On a vendu plus 35% de voitures dans l'année 2025, des chantiers partout. Et c'est franchement un impact extraordinaire. Alors pour faire simple, c'est la CAN la plus rentable de l'histoire et pour la CAF, qui est l'organisateur, et pour le pays. Aujourd'hui, ça nous a permis de mettre en place 80% des infrastructures sportives nécessaires pour la Coupe du Monde et qui sont d'ores et déjà rentabilisées. Donc nous sommes assez satisfaits. Alors Monsieur le ministre, il y a Simon qui a une question à vous poser. Il nous reste, allez, on va dire 1 minute 30, si vous pouvez la calibrer. Simon, la date est déjà prise pour une certaine Coupe du Monde? Une Coupe du Monde, oui, j'ai l'impression, en 2030, hein, c'est demain, puisque la Coupe du Monde 2030 sera organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, hein, dans 6 stades. Un reste à construire, je crois. En tout cas, cette CAN, c'était vraiment les prémices de cette Coupe du Monde. Pour vous, c'était un test? Un super galop d'essai et franchement une super réussite à tous les niveaux, au niveau de l'accueil, au niveau de la circulation, au niveau de la sécurité et des réponses aux incidents, notamment à celui que vous avez cité, qui étaient des réponses équilibrées qui ont garanti la sécurité de tout le monde. Vous savez que même le FBI est venu s'inspirer un peu de la réponse et de la gestion sécuritaire que fait le Maroc en préparation de la Coupe du Monde 2026. Donc un galop d'essai réussi, un stade encore à construire qui est construit aujourd'hui à hauteur de 30%. Donc on avance bien, on commence à se préparer. Merci. On a fait les plus gros investissements et on est fiers, tous très fiers de notre équipe et tous très fiers de notre pays qui a été au rendez-vous et tous derrière notre roi. Merci beaucoup Riyad Mahézour, merci Monsieur le ministre d'avoir été avec nous. Papa Alassane Ndiaye, merci, on imagine que vous allez continuer à faire la fête avec les Lions de la Teranga. Jawed El Hajri, merci beaucoup, on aurait aimé vous entendre un peu plus, c'est comme Karim Baldé, notre envoyé spécial à Rabat, mais le temps file et merci beaucoup Simon Rodier pour ce soir et puis pour toute cette aventure bien entendu de cette CAN 2025. Merci à vous d'être fidèles à 64 minutes. Avant de refermer ce journal, sachez qu'un concert de soutien à Christophe Glaise aura lieu au Bataclan le 29 janvier à Paris. Donc, le journaliste de SoFoot et Society a été condamné à 7 ans de prison, notamment pour apologie du terrorisme en Algérie, ce qu'il a toujours nié. Une soirée pour demander sa libération. Voilà pour ce concert.